Amis de la lecture, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui le mercredi 9 août 2023 dans le cadre de l'Atanor, du vlog. Et je vais vous parler aujourd'hui d'un roman que j'ai effectué en lecture commune la semaine dernière avec la chaîne Caro Magic Books, donc Caroline. Et nous avons lu, chacun de notre côté, le roman Symphonie atomique d'Étienne Cunge. Je me suis un peu renseigné pour la prononciation, donc c'est Cunge. Et donc nous avons lu ça. Et alors je vous mettrai en lien dans l'onglet communauté, un lien avec la vidéo qu'aura réalisée Caro Magic Books. Et je vous mettrai également dans l'onglet communauté, je vous mettrai un lien vers une interview d'Étienne Cunge où il parle donc de ce roman Symphonie atomique, mais également d'un autre roman qui est sorti après, il y a moins longtemps, qui s'appelle Antarctica et qui prend également comme fond la situation environnementale. Alors je reviens à ce roman. Donc nous avons là un roman de science-fiction, un roman d'anticipation, et on peut même préciser l'année exacte où se déroule l'action. Alors d'abord, et là je reprends ce que dit l'auteur lui-même, donc il a voulu écrire, en fait c'est un roman de science-fiction d'anticipation, mais lui a voulu écrire avant tout un thriller d'anticipation. Un thriller d'anticipation qu'il qualifie de thriller 48 heures chrono, c'est-à-dire très tendu, le décor de fond, l'ambiance de fond, c'est bien la Terre. C'est la Terre, mais la Terre, donc c'est dans un monde à plus 4 degrés. Alors, autrement dit, c'est un monde qui a été plus que réchauffé et qui est victime d'un tas de cataclysmes liés au réchauffement climatique et au dérèglement climatique en général, pas simplement au réchauffement, mais à la perte de la biodiversité, etc., etc. Tout ça dans un climat hyper tendu de guerre. Je vais vous expliquer. Donc, nous avons... Alors, je tiens à préciser que cette anticipation avec un fond écologique, l'auteur l'explique clairement, il voudrait sensibiliser le plus de gens possible à ce qui risque d'arriver, ce qui est en train de se mettre en place. C'est-à-dire, en gros, je vais être un peu cash, en gros, la disparition de la civilisation industrielle consumériste. En gros, c'est ça. Et là, à plus 4 degrés, on est dans une situation où cette civilisation s'est effondrée. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on peut compter exactement la date. D'ailleurs, nous ne sommes plus en 2023 comme maintenant, mais nous sommes en 54 de l'ère de l'effondrement. Alors, l'ère de l'effondrement, il commence à une date précise. Il commence en 2019. En 2019 parce que c'est l'année où ont commencé justement à se manifester un certain nombre de phénomènes très caractéristiques de l'effondrement. Donc 2019, nous sommes en 54. C'est assez simple, il suffit d'ajouter 54 à 19 et nous arrivons en 2073. 2073 plus 4 degrés et donc fin de la civilisation humaine. Ça peut paraître extrêmement pessimiste, mais en fait c'est l'un des scénarios possibles qui a été envisagé par le GIEC. C'est le pire, c'est vrai, c'est le pire, mais il a été envisagé, il y a même des scénarios qui vont jusqu'à plus 6 degrés
Donc évidemment, nous ne serons pas là pour voir ce que ça donne. Donc, alors pourquoi l'auteur choisit ce scénario le plus catastrophique? Simplement parce que aujourd'hui, et malgré tous les bons sentiments et les promesses qui ont été faites au moment des accords de Paris en 2015, eh bien en fait aujourd'hui rien n'est fait. On continue exactement comme avant. On est toujours dans le même modèle de société, donc d'exploitation, de consommation, etc. Ce qui rend d'autant plus crédible le fond qu'il met en place pour raconter cette histoire. Alors ça, donc en le lisant, vous le découvrirez. Donc je reviens à l'histoire elle-même. Alors pour un peu en plus augmenter la tension, la situation. Alors le roman s'ouvre par un prologue qui nous renvoie, qui nous décrit en fait presque la situation finale. Et quelle est-elle? Eh bien, on apprend que autour de la Terre, les grandes puissances, qui sont les mêmes qu'aujourd'hui, les grandes puissances ont mis en orbite des stations donc orbitales, chargées de missiles nucléaires. Et ces missiles sont évidemment orientés vers la Terre sur les villes des ennemis, entre guillemets. Donc on a cette situation, on ouvre le roman par ça, et l'un des personnages importants, récurrent dans le roman, donc qui s'appelle Juan, alors qui est européen, donc c'est un spationaute, et qui est probablement espagnol. Alors je ne sais pas exactement parce que ce n'est pas dit clairement, mais il est probablement espagnol, donc est à bord d'une station orbitale, de la station orbitale européenne. Oui, alors pour les stations orbitales nucléarisées, en gros, il y en a 4. Donc il y a l'américaine, qui s'appelle Freedom, il y a la russe. Alors là, je pense qu'il y a un petit ton humour noir, puisque la station orbitale russe nucléarisée s'appelle Poutine. Il y a également une station nucléarisée chinoise, alors qui s'appelle le Dragon doré, je sais plus quoi. Et puis il y a la petite dernière, la plus petite, qui est la station européenne, qui s'appelle Esperanza. Alors Esperanza, c'était également le nom qui avait été donné à l'une des caravelles de Christophe Colomb quand il est parti pour traverser l'océan, et c'est comme ça qu'il est tombé, qu'il a découvert, alors l'Amérique entre guillemets, il est arrivé aux îles Caraïbes. Voilà. Donc la station s'appelle Esperanza, Juan est à bord, et Juan a pour mission de déclencher donc un feu nucléaire, donc d'envoyer un missile nucléaire sur la Terre, et ça, le roman s'ouvre comme ça. Et en fait, on est quasiment à la fin, pas tout à fait cependant. Alors, je ne vous dirai pas pourquoi, mais on n'est pas tout à fait à la fin. Je vous laisse découvrir. Il y a quand même un petit peu d'optimisme, un petit peu d'espoir à la fin, ce qui est bienvenu, même si on sent bien que ça va pas être facile. Bon, enfin bref, donc le tir nucléaire, nous sommes en 54 de l'ère de l'effondrement, et ensuite donc le roman va nous raconter donc ces 48 heures chrono, et remonter un peu plus loin pour aussi mettre en place un certain nombre d'éléments qui conduisent à la situation donc de tension, puisque c'est une situation de tension extrême même, qui va nous faire traverser ces 2 journées. Alors autre élément important, donc je vais vous parler un petit peu des personnages. Donc autre élément important qui va aussi déterminer un enjeu majeur du récit, c'est qu'en fait sur Terre, on a, alors j'ai noté, pour ne pas me tromper, j'ai noté le nom, mais comme d'habitude, où l'ai-je mis, je ne sais pas.
Je cherche le nom d'un personnage hein, que je croyais avoir, mais il faut vraiment que je m'organise. Il faut vraiment que je... Ah, c'est là. Ça doit être là. Ah, voilà. Oui, ça y est, j'ai trouvé. Donc, il y a un élément important dans le récit, c'est que là, c'est sur Terre. Sur Terre, un personnage, donc c'est en fait Robert Colway, qui est le fils d'Alvin Colway, qui a imaginé donc un moyen de survivre à l'effondrement de la société. Ça consiste à construire une ville souterraine à 200 mètres sous terre. Et cette ville s'appelle Ziusudra. Donc on a ce personnage, alors son fils s'appelle Robert Colway, donc Rob Colway. C'est lui qui reprend en main donc le projet de son père à sa mort et qui veut donc, alors je ne sais pas si je peux aller trop loin, qui veut déclencher en fait une guerre nucléaire pour assurer l'avenir de son projet avec cette ville souterraine, Ziusudra, qui est censé, donc les droits d'entrée évidemment sont extrêmement élevés et vont être de plus en plus élevés au fur et à mesure que l'effondrement va être de plus en plus marqué. Donc évidemment il n'y a aucune justice, c'est juste une ville réservée pour les gens très très riches qui auront les moyens de descendre, de se payer en fait un droit d'entrée pour descendre à 200 mètres sous terre et vivre dans cette ville souterraine en attendant que les choses eh bien, s'améliorent en surface. Ça, c'est le projet de Robert Colway. Et le projet qui va avec, donc le souci de déclencher une guerre nucléaire pour accélérer en fait, pour accélérer la fin, eh bien, ce projet donc porte un nom. Hein, c'est, je ne sais pas si je l'ai noté. Alors ce projet, oh là, je fais n'importe quoi. Hein. Surviving Tomorrow. Ouais, c'est ça. Surviving Tomorrow. Donc pour réaliser ce projet et pour déclencher donc pour réunir sous terre des gens qui en ont les moyens et pour déclencher la guerre nucléaire, donc Robert Colway va se compromettre, je ne vous dirai pas comment, va se compromettre avec certaines puissances et certaines personnes. Donc on a ça sur Terre, le projet Surviving Tomorrow. On a ces stations nucléarisées dont l'une effectue un tir sur Terre, la station européenne, et on a ce climat à plus 4 degrés, donc où les gens doivent survivre tant bien que mal, parce que inutile de vous dire hein, que, bon, on le voit déjà, hein, il suffit qu'il fasse 40 degrés déjà, 40 degrés pendant quelques jours pour qu'on voit à quel point ça devient invivable et insupportable. Donc à plus 4 degrés, il faut s'attendre à des choses extrêmes bien pires. Hein. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Si cela vous intéresse, eh bien, je vous invite à aller sur, par exemple, le site du GIEC, hein, où vous aurez donc tous ces scénarios, tout ce travail de synthèse qui est effectué par des milliers de scientifiques. Donc ça, je vous le laisse à votre... C'est les vacances, profitez-en. Je vous le laisse. Hein. Donc, je reviens au roman. Alors, dans ce roman, donc, la situation n'est pas très glorieuse et même plutôt assez flippante. Et on se dit, mais tout le monde est foutu là-dedans. Eh bien, pas tout à fait. Il y a, comme je vous le disais, il y aura une petite ouverture vers la fin. Une petite ouverture. Cela étant dit, l'essentiel donc du roman, c'est quand même extrêmement tendu
est extrêmement sombre. Et donc il y a plusieurs personnages importants. Alors il y a Juan, bien sûr, le Juan spationaute qui est dans la station Esperanza, donc dans la station orbitale. Mais on a également sur Terre, on va avoir donc on a ce personnage de Rob Colway dont j'ai parlé, mais on aura également deux autres personnages qui sont importants. Alors j'ai noté leur nom pour ne pas me tromper, mais si je retrouve pas. Si, ah oui, c'est bon. Donc on aura Ashkat, qui est un Kazakh et qui a donc décidé de rejoindre alors j'ai noté les rangs de la confédération tribale pour combattre. Donc c'est un mouvement, j'ai envie de dire révolutionnaire, qui veut combattre l'armée russe. Ashkat, ce personnage, ce jeune homme, c'est même le premier à rejoindre ce mouvement, et du coup il va être gradé, il va être fait général. Autre personnage important, très important dans ce récit, c'est une femme de 53 ans, elle s'appelle Agathe, et c'est une espionne, elle est française, et c'est également une humaine augmentée, c'est-à-dire qu'elle a eu des implants qui lui permettent en fait d'entrer en contact avec les machines et de piloter, de commander les machines. D'ailleurs, on va avoir une belle séquence, une belle scène où Agathe prend le contrôle d'un drone et avec ce drone va aller espionner donc un camp alors militaire peut-être. Mais vous le découvrez. Donc là on a en quelque sorte le point de vue subjectif d'Agathe, mais c'est le point de vue de la machine, du drone. En fait, on voit ce que voit le drone. Donc on a ces trois personnages. Et en fait, ces trois personnages, et ça c'est bien, qui n'ont rien à voir, en fait, qui ne se connaissent pas, vont à un moment donné se croiser, se rencontrer et se croiser. Et on a également, alors je vais peut-être pas trop développer, mais quand même il me semble que c'est important. Je reviens donc à ce projet-là, Surviving Tomorrow, avec cette cité Ziu Soudra sous terre. Donc on sent au début, on voit très clairement qu'il y a une espèce de récit biblique en fait, puisque cette cité est destinée à sauver l'humanité à la manière de l'arche de Noé. Donc en fait, dans cette cité, on regroupe également et on accumule également des génomes. Les génomes, donc les ADN, de toutes les espèces vivantes sur Terre, pour un jour pouvoir les faire renaître quand la situation sera mieux. Donc il y a ça. Et il y a également un autre élément important qui fait vraiment penser aussi à l'Ancien Testament, c'est que les cataclysmes, à partir de l'ère de l'effondrement, sont appelés non plus des cataclysmes, mais des plaies. Des plaies comme les plaies d'Égypte, comme les 7 plaies d'Égypte qui ont conduit donc, eh bien finalement, je crois que c'est le départ de Moïse. Enfin, bref, on envisage vraiment c'est ça, ce réchauffement, ce dérèglement climatique, cette détérioration de l'environnement, cette destruction de l'environnement, comme une sorte c'est à la fois la fin du monde, la fin d'un monde, et c'est aussi une sorte de punition divine. C'est aussi une sorte de punition divine, mais cette idée va à un moment donné
être laissé de côté. Je ne vous dirai pas pourquoi, sinon je risque de trop vous en dire. Mais donc cette idée va être abandonnée. Et l'idée donc d'une sorte de récit biblique aussi, parce qu'à la fin on part sur autre chose qui est évidemment lié à la situation, mais qui ouvre sur d'autres perspectives. Alors je vais peut-être encore vous donner un petit élément, mais après je m'arrêterai parce que j'ai vraiment peur de trop en dire, et c'est un roman c'est un thriller, donc il faut absolument éviter de trop en dire, parce que il est vraiment, moi je l'ai trouvé addictif, hein. C'est vrai que c'est difficile de s'en détacher, on est plongé c'est un roman qui fonctionne un peu, alors j'ai pensé à ça en le lisant, un peu à la manière d'un whodunit, qui a fait quoi, qui a fait... On cherche sans arrêt à comprendre, en fait, à avoir des explications, et on procède un peu à la manière d'un enquêteur, quoi. Et on se pose plein de questions tout le temps. Et on a évidemment les réponses, et je dirais à pratiquement toutes les questions qu'on peut se poser sur le récit, eh bien, toutes ces questions vont trouver une réponse à un moment ou à un autre. Donc c'est pour ça que je ne veux pas trop en dire. Mais la dernière chose que je voudrais quand même, parce que je la trouve intéressante, c'est Radio Collapse. Il est toujours question de Radio Collapse. Alors qu'est-ce que c'est que Radio Collapse? Eh bien, chaque début de chapitre, en fait, commence par un petit témoignage, un extrait d'émission de Radio Collapse, qui est un témoignage donc je ne sais plus comment ça s'appelle, hein, je vais vous le retrouver. Là aussi, il y a un petit peu d'humour, c'est toujours de l'humour noir, hein, mais il y a aussi un peu d'humour. Donc Radio Collapse, alors à chaque fois, donc par exemple, si je prends le chapitre 1, justement dans le chapitre 1, c'est pas comme ça, hein, mais je crois que c'est à partir du chapitre 2. Voilà, Radio Collapse, avec l'émission, donc l'effondrement près de chez vous, extrait. Donc c'est à chaque fois des extraits d'émissions. Et on a, pour chaque chapitre, alors il y a 40 chapitres, hein, donc il y en a, il y a de la matière. Donc 40 chapitres, alors qui se lisent très vite, hein, ça se lit vraiment, c'est hyper addictif, quoi. Il y a 539 pages, 40 chapitres, et chaque chapitre s'ouvre avec un extrait de l'émission Radio Collapse, l'effondrement près de chez vous. Et à chaque fois, nous avons un témoignage. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure de tous ces témoignages, donc qui sont parfois, qui sont plus ou moins tragiques, tristes, parfois réconfortants, mais en général, c'est plutôt assez pessimiste, hein, comme passage, même si ça va évoluer au cours du roman. Donc chaque extrait d'émission, l'effondrement près de chez vous, alors ça fait penser à un film, mais on constate que chacun des témoignages, en fait, vient d'une partie différente du monde, d'un pays différent, d'une ville différente, d'un lieu différent. Donc en fait, on a à travers tous ces extraits, on a une espèce de vision d'ensemble de la situation sur la Terre. Et ça, je trouve, c'est assez bien vu de présenter, d'entrer sans gros sabots, quoi, d'une manière un peu intelligente et fine, d'entrer dans bien toutes les conséquences qu'ont provoqué, toutes les conséquences qui ont découlé du dérèglement climatique et de la chute de la biodiversité. Voilà. Bon, je pense que j'ai assez parlé, je sais pas combien de temps, mais j'ai pas regardé le chronomètre. Donc je vais m'arrêter là.
parce que donc j'ai peur que ce soit trop long, et puis surtout j'ai autre chose à ajouter avant de terminer, donc c'est les lectures en cours. Donc après avoir lu Symphonie atomique, je me suis dit que ça serait bien aussi de poursuivre et d'entamer une autre lecture avec pour thème donc bien pareil quoi, le dérèglement climatique. Et donc j'ai commencé à lire un autre livre qui s'appelle Le Grand, je ne sais pas si vous voyez bien là, qui s'appelle Le Grand Vertige. C'est un livre de Pierre Ducrozet. Alors là, je vous ai dit euh, dans Symphonie atomique, on est précisément en 2073. Là, au contraire, on est carrément au début, c'est-à-dire qu'on est en 2017, c'est-à-dire l'année où est sorti ce roman, je crois. Non, il est sorti en 2020. Mais l'action commence en 2017. Alors, donc c'est un roman cette fois. Donc là aussi, on est dans une situation réaliste, mais pas avec un monde à plus 4 degrés, mais le monde d'aujourd'hui. Donc alors je vais vous lire très rapidement cette quatrième de couverture. Donc pionnier de la pensée écologique, Adam Tobias, donc qui est un personnage, hein, est sollicité pour prendre la tête d'une commission internationale sur le changement climatique et pour un nouveau contrat naturel. Pas dupe, il tente de transformer ce hocher géopolitique en arme de reconstruction massive. Au cœur du dispositif, il crée le réseau Télémac, mouvant et hybride constitué de scientifiques. Alors ça fait un peu... voilà, il crée quelque chose qui pourrait évoquer le GIEC lui-même. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Là, on est plus dans quelque chose d'aventureux. Mais bon, je ne peux pas trop vous en dire puisque je n'en ai lu encore que à peu près la moitié. J'ai lu 162 pages et le roman comporte 368. Donc oui, je suis à peu près à la moitié et je vous ferai un petit retour aussi sur ce roman quand je l'aurai terminé. Donc du coup, nous aurons deux extrêmes, un au tout début et un à la toute fin d'un scénario, donc du scénario le pire, hein, du scénario à plus 4 degrés. Et je me dis que ça peut être intéressant d'avoir comme ça un point de vue au début, un point de vue à la fin. Bon, voilà, donc j'ai commencé ce livre qui se lit très bien, hein. Mais j'ai d'autres livres dont je vous avais parlé que je compte lire avant la fin du mois pour vous faire également un retour. Donc je vous avais parlé, alors je n'ai toujours pas commencé, je vais les commencer. Je vous avais parlé des délices de Tokyo, hein, de Durian Sukegawa, puisque j'avais chroniqué L'enfant et l'oiseau du même auteur, et ça m'avait tellement marqué, tellement plu, que j'ai décidé d'en lire un autre, celui-là. Mais je ne l'ai pas encore commencé, je le ferai avant la fin du mois. Je l'aurai lu avant la fin du mois. De même que je n'ai toujours pas non plus commencé la suite des vestiges de l'aube, donc Une nuit éternelle de David Cara, alors j'ai chroniqué les vestiges de l'aube, mais donc je n'ai pas encore commencé la suite qui attend depuis maintenant quelques semaines. Mais je vais m'y mettre puisque mon objectif c'est aussi de l'avoir lu avant la fin du mois. Alors, autre lecture, celle-là je l'ai commencée et celle-là aussi est très très addictive, mais je vous en parlerai dans le cadre d'un update FM, puisque là on va retourner vers mon genre de prédilection, c'est-à-dire l'horreur. Donc c'est le roman noir
de Caroline Carton. Alors, voilà, j'ai lu une centaine de pages, donc le roman comporte 488 pages, et je vous ferai un retour de ce roman, donc dans le cadre d'un update, mais avant la fin du mois aussi. Mais je souhaite également, pour cet update, lire. Alors on va rester un petit peu dans les Hauts-de-France. Je souhaite lire un autre Chrysanthème. Donc je vous avais chroniqué donc Abîme, et je vous avais dit qu'il y en avait deux autres que j'allais lire là, et les voici, mais je ne sais pas encore lequel, mais ça sera l'un des deux que je vous chroniquerai dans le même update que celui avec Noir de Caroline Carton. Et enfin, on reste toujours dans la région, cette fois on va un peu en Belgique, mais en bordure de frontière nord, puisque je souhaite également lire avant la fin du mois donc un roman de Frédéric Livins qui s'intitule L'Obscur, et que je chroniquerai également dans cette update FM avec Noir et puis l'un des deux textes de Chrysanthème là. Bon, voilà, je pense que je m'arrête là parce que sinon ça va être trop long. À bientôt.